Le vrai Charlie Chaplin a un jour perdu un concours de sosie de Charlie Chaplin. Attends, le vrai? C'est une histoire vraie, ça? Ouais, totalement vrai. C'était à Monte-Carlo. En fait, il s'est inscrit de manière complètement anonyme, juste pour s'amuser, tu vois. D'accord. Il a marché sur scène avec sa propre démarche, son costume habituel, et les juges lui ont donné la troisième place. Ah ouais, troisième? C'est quand même incroyable. C'est ça. Il est arrivé troisième en essayant d'être lui-même. Ça a l'air juste d'une anecdote absurde comme ça. Mais en fait, ça cache une des clés les plus profondes pour vraiment comprendre la motivation humaine. Bah oui, c'est une histoire fascinante parce que ça illustre parfaitement l'illusion dans laquelle la plupart des gens vivent au quotidien. C'est clair. On a tous cette conviction que notre identité, notre fameuse personnalité, c'est un truc fixe, genre une donnée immutable qui serait gravée dans le marbre à la naissance. Ouais, le fameux «je suis comme ça et puis c'est tout» quoi. Exactement. Or, si même Charlie Chaplin, je veux dire le vrai Chaplin, peut échouer à être Charlie Chaplin aux yeux du monde, bah ça prouve à quel point la personnalité, c'est une performance, c'est une construction hyper malléable. Et c'est très précisément le cœur de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va décortiquer les concepts d'un livre, le livre de Steve Chandler qui s'appelle 100 Ways to Motivate Yourself. Un excellent choix d'ailleurs. Ouais, et je précise tout de suite pour notre audience, l'objectif de cette analyse, c'est pas du tout de lister des petites astuces de surface du genre Bois un verre d'eau le matin et lève-toi à 5 heures. voilà, c'est pas ça du tout. L'ambition ici, c'est vraiment de déconstruire la mécanique interne de la motivation. Parce que tu sais, l'être humain a souvent tendance à voir la motivation comme un phénomène météorologique en fait. Une météo capricieuse, ouais. C'est ça. On attend que la foudre de l'inspiration nous frappe, on espère que le brouillard se lève dans notre tête pour enfin avoir l'énergie de faire des trucs. Alors que le livre propose un changement de paradigme, mais alors total. La motivation, c'est pas la météo, c'est une architecture. C'est une architecture mentale qu'on construit. On la construit brique par brique, ouais. Exactement. Et pour poser un peu le cadre analytique de tout ça, il faut vraiment comprendre le postulat de base. L'autocréation précède l'automotivation. L'autocréation d'abord. Oui, l'erreur fondamentale qu'on fait tous, c'est d'attendre d'être inspiré pour se mettre en mouvement, alors que toutes les observations du livre démontrent l'inverse. C'est le mouvement, généré intentionnellement, qui va forger l'inspiration. C'est hyper contre-intuitif. Complètement. Et tout au long de notre discussion, aujourd'hui, on va devoir bousculer des croyances bien ancrées. Ça commence par cette fameuse illusion de la personnalité fixe dont on parlait, et ça va aller, tu vas voir, jusqu'à l'analyse de nos pires peurs, de la mortalité, et de comment l'esprit réagit face à ça. Bon, je suis prête. Décomposons un peu cette idée d'autocréation. Parce que si la motivation demande de l'action, il faut d'abord comprendre qui agit, tu vois. Ouais, Et le plus grand frein à l'action, c'est souvent la perception de notre propre identité. Et pour illustrer ça, le livre nous ramène en 1976. L'auteur Steve Chandler était journaliste à l'époque et il rencontre Arnold Schwarzenegger. ah oui, l'anecdote de 1976. Elle est géniale celle-là. Elle est folle. Parce qu'à cette époque-là, Schwarzenegger n'est pas du tout la méga star qu'on connaît aujourd'hui. Il a un physique de culturiste qui est franchement inadapté pour le cinéma classique de l'époque. Oui, il est trop massif, quoi. Trop massif, un accent autrichien à couper au couteau. Et son film Stay Hungry vient de faire un flop monumental au box-office. Un désastre. Et pourtant, pendant un déjeuner avec l'auteur, il annonce avec un calme olympien qu'il va devenir la plus grande star du box-office de tout Hollywood. La réaction logique du journaliste face à une déclaration pareille avec tous ces obstacles, c'est évidemment le scepticisme absolu. Genre, mais bien sûr. Ouais, tu rêves, mon gars. Voilà. Mais ce qui est fascinant ici, c'est pas juste son ambition démesurée, c'est la méthode qu'il décrit. Schwarzenegger explique qu'il utilise exactement, mais exactement, le même processus cognitif que pour le culturisme. C'est-à-dire Il ne s'agit pas juste de rêver passivement dans son canapé, il crée une vision hyper précise, très nette, de la personne qu'il veut devenir. Et ensuite, il décide de vivre à l'intérieur de cette image mentale, comme si c'était déjà réel. il l'habite en fait. C'est ça, il y a une distinction cruciale. Il ne dit pas qu'il attend de trouver sa voie, comme on l'entend souvent. Il la fabrique de toutes pièces. C'est fou quand on y pense. C'est une approche où, en gros, tu deviens à la fois le réalisateur super exigeant et l'acteur principal de ta propre vie. Complètement. Et ça me rappelle beaucoup ce que le livre raconte sur Leonard Nimoy, l'acteur qui jouait Spock dans Star Trek. Ah oui, la transformation de Nimoy. Ouais. Il expliquait que le simple fait de jouer ce personnage qui est guidé par la pure logique mathématique, sans émotion,
De le jouer tous les jours pendant des mois, ça a fini par modifier sa vraie psychologie dans la vraie vie. C'est ça. Son esprit s'est littéralement remodelé autour des traits du personnage qu'il incarnait. Exactement. Et le livre aborde aussi ça sous un angle presque, je dirais presque enfantin, avec l'histoire de la fille de l'auteur. Oh, le poème pas. Ouais, elle devait écrire un poème pour l'école basé sur un mensonge. Donc elle s'est inventée des capacités extraordinaires, des trucs de super-héroïne. Et Chandler réalise que ce mensonge, entre guillemets, a débloqué un potentiel qu'elle ne soupçonnait pas. Ce qui amène une question assez provocante, je trouve. Est-ce que le fait de se mentir consciemment à soi-même, ce serait la première étape vers une nouvelle vérité? Alors, d'un point de vue neurologique, c'est une hypothèse très solide. Ah ouais? Oui. Le cerveau humain a un défaut structurel, ou une qualité selon comment on le voit. Il a beaucoup de mal à différencier une expérience physiquement vécue, dans le monde réel, d'une expérience intensément visualisée. Genre pour le cerveau, c'est pareil. Mécaniquement, oui. Les mêmes zones neuronales s'activent. Donc, quand une personne formule un mensonge constructif sur son plus haut potentiel et qu'elle s'efforce de l'incarner, elle fait pas que rêver. Elle force son cerveau à créer de nouveaux chemins neuronaux pour soutenir cette nouvelle histoire. C'est du piratage de cerveau, en gros. C'est exactement ça. Sans cette image mentale d'un soi optimal, tu peux pas habiter le rôle. C'est l'action répétée dans ce rôle qui forge le caractère. D'accord, mais alors, ça soulève une autre question. Si on a établi que l'identité est malléable, qu'on a ce pouvoir d'invention, pourquoi on choisit si souvent des rôles qui nous limitent? Ah, la grande question. Bah oui, pourquoi on endosse si facilement le costume de la victime ou du pessimiste cynique plutôt que celui de Schwarzenegger? Ouais, pourquoi on choisit le pire rôle? Exactement. Et le texte explore cette contradiction en allant chercher du côté de la biologie, notamment avec la théorie du philosophe Colin Wilson. Dans son livre Frankenstein's Castle, il décrit une opposition entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Cette dichotomie, elle est vraiment essentielle pour comprendre pourquoi on se bloque. Dans son modèle, le cerveau gauche, c'est l'opérateur logistique. Le comptable, quoi. Voilà, le comptable pragmatique, focalisé sur la survie à court terme, les détails chiants. Et par nature, ce cerveau gauche est terrifié par l'inconnu. Il génère du pessimisme, parce que c'est son job. Son rôle évolutif, c'est de scanner l'environnement pour identifier tous les obstacles immédiats et éviter qu'on meure en fait. Le cerveau droit, à l'inverse, c'est le siège de la vision globale, de l'énergie vitale et surtout de la quête de sens. Et d'ailleurs, l'analogie que le livre utilise pour ça, je la trouve particulièrement frappante. Celle du sac de sable. Ouais. Imagine que tu dois traverser toute une ville à pied en portant un énorme sac de sable hyper lourd. La réaction est immédiate. Le cerveau gauche analyse le truc, il se dit « Ok, c'est lourd, c'est répétitif, ça sert à rien. C'est ennuyeux à mourir. » C'est ça. Et en quelques minutes, tu ressens une fatigue écrasante. Ton corps refuse d'avancer. Mais si, et c'est là que ça devient dingue, si on remplace ce foutu sac de sable par un enfant blessé, le même poids, hein, Le même poids physique au gramme près. oui, et que tu dois courir à l'hôpital, bah là, la fatigue disparaît. Elle s'évapore instantanément. La personne trouve une énergie surhumaine. Et pourtant, physiquement, l'effort est le même, mais la mécanique interne a changé. C'est le but qui change tout. Exactement. La finalité de l'action donne un accès direct à cet immense réservoir d'énergie du cerveau droit. Quand le cerveau gauche comprend le pourquoi et qu'il accepte son importance, il arrête de freiner. Il met toute sa logistique au cerveau du cerveau droit. C'est fascinant. Mais ça implique qu'il faut activement gérer cette tendance de notre cerveau gauche à toujours voir le verre à moitié vide, non? Complètement. Il faut devenir l'avocat qui démontre son propre pessimisme. D'ailleurs, l'auteur cite cet exemple d'un patron à Las Vegas qui classe ses employés en deux catégories, les pleurnicheurs et les penseurs. J'adore ce concept. Ouais, les deux groupes sont super intelligents, ils voient exactement les mêmes problèmes et les mêmes failles dans la boîte. La réalité objective est la même pour tous. Voilà. Sauf que les pleurnicheurs utilisent cette clairvoyance juste pour se plaindre et plomber l'ambiance, alors que les penseurs, eux, voient le problème, mais ils refusent d'en rester là, ils cherchent des solutions. Ils utilisent l'info pour avancer. Oui, mais je me fais l'avocate du diable 2 secondes. Est-ce que le pessimisme, c'est pas souvent juste du réalisme? Comment on fait pour débattre avec son côté sombre sans tomber dans une positivité toxique où on ignorait les vrais dangers? C'est une excellente remarque. C'est un équilibre super délicat. Mais l'optimisme dont on parle ici, ça n'a rien à voir avec le fait de mettre des lunettes roses et de sourire niaisement quand tout brûle. Ouais, on va pas se mentir non plus. Non, c'est un outil purement stratégique. Et pour bien le comprendre, il faut regarder le concept de transmutation des frustrations que l'auteur reprend de Napoléon Hill. Ah oui, Napoléon Hill. Oui,
Le pessimisme pose un problème mécanique grave. Il mène à la paralysie. L'esprit pessimiste imagine les pires scénarios avec tellement de détails qu'il conclut logiquement qu'il vaut mieux ne rien faire. À quoi bon, en gros? Voilà. L'optimisme stratégique, le penseur, il utilise l'optimisme comme une discipline. Quand il est face à une frustration, il y a une énergie émotionnelle énorme, de la colère, de la peur, et la transmutation, c'est de prendre cette énergie brute et de la rediriger vers un plan minutieux. L'optimisme devient le moteur. C'est ça. Le pessimisme laissé à lui-même, il gèle tout. L'optimisme discipliné, il crée du mouvement. Et cette idée de discipline de l'optimisme pour maintenir l'action, ça nous amène direct au gros obstacle suivant. Parce que bon, une fois qu'on a vaincu le pessimisme et qu'on commence à agir, paf, il y a un autre mécanisme de défense qui débarque. Le perfectionnisme. Le fameux perfectionnisme. Ce besoin presque physique de pondre un truc parfait du premier coup et qui finit par étouffer toute créativité. Et là, le livre cite G.K. Chesterton, qui a une phrase géniale et totalement contre-intuitive. Si une chose vaut la peine d'être faite, elle vaut la peine d'être mal faite. J'adore cette citation. C'est brillant pour court-circuiter la panique du cerveau gauche. Ah, mais totalement. Exiger la perfection tout de suite, c'est juste la recette pour procrastiner. Moi, ça me fait penser, j'ai une analogie en tête. Ça me fait penser à une vieille tuyauterie dans une maison de campagne qui est restée fermée tout l'hiver, tu vois? Ok, je vois l'image. Quand tu ouvres le robinet au printemps, l'eau, elle est pas belle. Elle est marron, pleine de rouille, dégueulasse. Ouais, faut laisser couler. Bah voilà, faire les choses mal au début, c'est accepter de faire couler cette eau sale. Il faut purger les tuyaux. Si tu exiges d'avoir de l'eau de source cristalline à la seconde où tu ouvres le robinet et que tu refuses de voir l'eau sale, bah tu l'ouvres jamais. Tu meurs de soif. C'est une super métaphore. Le premier brouillon désastreux, c'est la purge nécessaire. C'est ça. Et ça rejoint vachement ce que disait William James. Oui? Rien n'est aussi fatigant que de traîner une tâche inachevée. Ça, c'est un point majeur. Scientifiquement, on sait que l'épuisement mental ne vient pas vraiment de la quantité de travail qu'on a fait. La fatigue viendrait de ce qu'on n'a pas fini. Exactement. C'est siphonné par ce qu'on appelle les boucles ouvertes. Chaque projet commencé, chaque mail qu'on reporte, parce qu'on veut faire la réponse parfaite, ça reste en tâche de fond dans notre cerveau, comme des applications ouvertes sur un téléphone qui bouffent la batterie. C'est exactement ça. Ça consomme une bande passante cognitive énorme et ça génère une fatigue chronique qu'on ne s'explique pas. D'ailleurs, le livre donne un exemple clinique là-dessus, avec un gars dans un séminaire qui était incapable de finir le moindre projet. Le gars qui demandait s'il devait se parler dans le miroir. Ouais. Il disait Est-ce que je dois me répéter devant la glace Je suis un as de l'informatique » ou « Je suis un homme d'action ». Et l'auteur le recadre direct. Bah oui, parce que si tu sais même pas allumer ton ordi, répéter 100 fois que t'es Steve Jobs, ça sert à rien. Le cerveau droit, il capte l'arnaque tout de suite. Il rejette le mensonge s'il n'y a pas d'action derrière. C'est ça. Du coup, la prescription de l'auteur était beaucoup plus basique. Il lui a fait tenir un petit carnet. Le fameux carnet des... Chose que je terminais. Oui. Et l'efficacité de ce carnet, c'est de la reprogrammation neurologique pure. En notant des trucs minuscules, genre j'ai trié ce tiroir, j'ai répondu à ce mail, cet homme a donné à son cerveau des preuves irréfutables d'achèvement. Plutôt que de viser la perfection, il visait juste la fermeture de la boucle. Exactement. Le cerveau libère de la dopamine quand un cycle se ferme. En célébrant l'achèvement, même pour des trucs nuls, on remplace la paralysie par une boucle positive. Le cerveau devient littéralement accro à la sensation de finaliser un truc. Et ce besoin de structurer l'achèvement, ça nous mène à ce fameux système des 4 cercles de planification dans le livre. C'est hyper visuel. Tu traces 4 cercles emboîtés. Comme des poupées russes. Voilà. Le grand cercle, c'est le but de la vie. Dedans, t'as le cercle de l'année. Encore dedans, le mois. Et le tout petit cercle centre, c'est l'action du jour. La logique derrière ça est dingue. C'est une stratégie de réduction de la menace. Parce que si tu demandes à ton cerveau gauche de regarder le grand cercle de la vie et de planifier les 30 prochaines années, Il fait une attaque de panique. mais vraiment, il voit trop de variables, trop de risques d'échouer et boum, procrastination. Ce système des cercles, ça relie le sens profond du cerveau droit à la logistique du gauche. Et mathématiquement, si tu fais la petite tâche du jour, ça valide le mois. C'est ça ramène l'angoisse de toute une vie à une échelle gérable. C'est comme John Wooden, le célèbre entraîneur de basket, qui disait que le but, c'était de faire de chaque jour un chef-d'œuvre miniature. Parce que c'est la seule chose qu'on contrôle. Le jour présent, oui, absolument. Bon, alors jusqu'ici, on a vu que l'identité est flexible, on a décortiqué les batailles de notre cerveau, et on a vu comment tuer le perfectionnisme avec des boucles terminées.
Mais, quand les obstacles sont vraiment immenses, le livre change complètement de braquet. Ah oui, on passe au niveau supérieur. Il abandonne les petits axes d'organisation et il propose un truc d'une intensité folle. Utiliser nos pires peurs et même la mort comme carburant nucléaire pour la motivation. Ouais, on rentre dans de la confrontation existentielle, là. L'idée, c'est d'arrêter de fuir l'anxiété et de courir droit vers sa peur. Il y a cette citation du général Patton. Franchement, elle fait froid dans le dos, mais elle est tellement vraie. Il disait « La mort ne nous tue qu'une seule fois, et c'est généralement rapide ». Mais la peur, La peur nous tue des milliers de fois tout au long de notre vie, à petit feu, en écrasant nos ambitions. Et pour neutraliser ça, l'auteur nous dit de nous imaginer sur notre lit de mort, mentalement. Et c'est là qu'il raconte l'histoire d'Anthony Burgess. une histoire complètement dingue d'ailleurs, hein. Incroyable. Le gars a 40 ans, il est ruiné, et on lui diagnostique une tumeur cérébrale inopérable. On lui donne 1 an à vivre. Fin de l'histoire. Le verdict fatal. Et au lieu de s'effondrer, ce que 99% d'entre nous auraient fait, Burgess se dit « Ok, faut que je laisse des droits d'auteur à ma femme ». Il met une feuille dans sa machine et il écrit comme un forcené. Il pond 5 romans et demi en un an. C'est inhumain. C'est inhumain. Et le twist final, c'est que sa tumeur finit par disparaître. Il guérit et il a continué à écrire genre 70 bouquins. Cette condamnation à mort, ça a été son étincelle vitale. C'est l'illustration clinique parfaite de ce qui se passe quand le cerveau est acculé. Face à l'urgence absolue de sa finitude, toutes les excuses de Burgess, toutes ses peurs de l'échec, tout s'est désintégré. Le temps n'était plus infini. Exactement. Et ça rejoint un concept clinique abordé dans le livre des psychothérapeutes Nathaniel et Devers Brandon. C'est une phrase très dure. Personne ne viendra. No one is coming. Ouch. Ouais. Et c'est là que j'ai envie d'être un peu critique. Parce que, honnêtement, pour la plupart des gens, entendre que personne ne viendra nous sauver, ça ressemble plus à une recette pour faire une crise d'angoisse qu'à un truc motivant. C'est violent. C'est hyper violent, c'est froid. Comment cette philosophie presque brutale peut être un moteur sain et pas juste nous plonger dans la dépression? Ce rejet face à l'idée que personne ne viendra, c'est la réaction la plus naturelle au monde. Cliniquement, c'est notre part enfantine qui réagit. L'enfant dépend des adultes pour survivre. Il est programmé pour attendre qu'on résolve ses problèmes. Papa va réparer ça. C'est ça. Le danger, c'est quand on garde cette attente à l'âge adulte. C'est ce qui crée la passivité. On attend le bon manager, la bonne économie, le moment où on se sentira prêt. Le fameux prince charmant, version pro. Absolument. Accepter que personne ne viendra, c'est briser cette dépendance. Oui, c'est terrifiant au début, mais la terreur laisse très vite la place à une libération immense. Si personne ne vient, ça veut dire qu'on est intrinsèquement suffisant. La responsabilité totale nous incombe, donc le pouvoir de création totale nous appartient. On n'est plus des victimes en attente. C'est l'autonomie radicale, waouh. Si je synthétise un peu tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui pour notre audience, le fil rouge était assez clair. On n'est pas des fatalités figées. Notre identité, c'est juste un brouillon qu'on peut modifier si on a le courage de jouer le rôle jusqu'à ce que le cerveau l'assimile. Exactement. Le mouvement crée l'inspiration. Ouais. L'énergie, on a vu qu'elle vient du sens que le cerveau droit donne à l'action, que la fatigue, c'est souvent juste une tâche inachevée, une boucle ouverte, et que le seul remède, c'est de laisser couler l'eau sale et de finir les choses même mal. Célébrer l'achèvement. Voilà. Et surtout, l'ultime bascule, c'est de regarder sa peur en face, d'accepter qu'on est seul aux commandes et que le temps est compté. C'est ça qui rend l'effort urgent et génial. Et ça soulève une dernière réflexion, pour conclure, presque métaphysique en fait. Ah, je t'écoute. Si on admet que la personnalité est une invention, que l'action crée la motivation, et qu'on est fondamentalement seul aux commandes, parce que personne ne viendra, qu'est-ce qui reste de la notion de destin ? Le destin, tu sais, cette idée rassurante qu'on a tous un chemin tout tracé, est-ce que ce serait pas finalement l'excuse la plus sophistiquée, la plus brillante que l'humanité ait jamais inventée? Juste une excuse sur mesure pour nous éviter de faire le vrai travail difficile, mais exaltant, de nous motiver nous-mêmes. Ah ouais, c'est un angle qui bouscule sérieusement. Le destin comme alibi de la procrastination. C'est une excellente matière à méditation pour ceux qui nous écoutent. Je trouve aussi, ouais. Eh bien, merci d'avoir partagé cette exploration en profondeur avec moi. L'enjeu maintenant pour nous tous, c'est d'arrêter de scruter le ciel en espérant la foudre de la motivation et de commencer à construire avec nos propres mains. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de la pensée.